Gabriel aime l'Italie. Il y vient souvent, dès qu'il peut en fait. Cette année, pour ses vacances, c'est en Émilie-Romagne qu'il a choisi de poser ses valises. Une région qui se trouve dans le nord-est de la péninsule italienne. Première étape de son périple, la ville de Forlì, où cette année encore, il fait chaud. Pour fuir la chaleur accablante, Gabriel décide de se rendre dans un ancien couvent du XIIIe siècle, transformé en musée. Il sait que les vieilles pierres lui offriront de la fraîcheur. Alors qu'il déambule dans l'une des galeries du musée San Domenico, son regard est comme attiré, ou plutôt aimanté, par une femme. Il ne la connaît pas, mais ses yeux ne la quittent plus. Sur le côté du tableau, signé Lorenzo Di Credi, il peut lire « La Dame au jasmin ». Un visiteur, tout sourire, se rapproche et lui murmure « Quand on connaît le destin de cette femme, c'est sûr, on ne la regarde plus de la même façon. » Gabriel esquisse un sourire, il fait mine de savoir, mais il ne sait rien. Cette femme, c'est Catherine Sforza, un des personnages les plus atypiques et les plus romanesques de la Renaissance italienne. Des siècles avant le féminisme, elle bravait déjà toutes les conventions. Elle était à la fois une guerrière, une mère attentive, une amante affamée, une passionnée d'alchimie, une femme puissante, indubitablement. Tant d'histoires circulent sur celle que l'on surnommait la tigresse de Forlì ou la lionne de Romagne. Tiens, par exemple, il y a cette fois où, du haut de sa forteresse, à ceux qui menaçaient de tuer ses enfants, elle aurait... Non, c'est tentant d'en parler maintenant, mais prenons notre temps pour mieux la découvrir. Il suffit de faire un pas en avant, d'entrer dans ce tableau et de se retrouver il y a presque 600 ans. Podcast Story. Caterina Sforza naît à Milan en 1463. À cette époque, l'Italie est un monde fait de villes-États qui se font la guerre et de grandes familles qui se disputent la protection du pape. Ses parents, la comtesse Lucrèce Landriani et Galeas Marie Sforza, futur duc de Milan, sont amants. Bien qu'illégitime, Caterina est accueillie à bras ouverts par sa famille paternelle. Elle est adoptée par l'épouse de son père et adorée par sa grand-mère, née Visconti. Elle apprend tout ce qu'il faut connaître pour briller à la cour de Milan, des grands auteurs aux subtilités du raffinement. Mais Caterina apprend aussi la chasse, l'art militaire et celui de gouverner. Elle est une Sforza. D'ailleurs, Sforza, à l'origine, c'était un surnom. Oui, son arrière-grand-père, le fondateur de la lignée, s'appelait Giacomo Attendolo. Sa famille vivait d'activités rurales, mais lui, à 13 ans, quitte tout pour devenir soldat. Ses capacités sont telles qu'on le surnomme Sforza, la force. Il ne dément pas et devient un célèbre condottiere, un chef d'armes. À sa mort, le nom de Sforza est transmis à sa descendance et avec lui, la fierté des guerriers d'Italie. Caterina porte cette histoire en elle. Mais pour l'instant, la petite n'a pas le temps d'y penser. À 10 ans, les Sforza la marient à Girolamo Riario, seigneur d'Imola et Forlì, neveu du pape Sixte IV, pour obtenir sa protection. Il a 20 ans de plus qu'elle. Quand elle fait son entrée à la cour de Rome quelques années plus tard, son élégance et sa répartie font la différence. Elle a l'esprit ouvert et parle même politique. Son époux, Girolamo, ne le voit pas d'un bon œil, mais elle passe outre. Bientôt mère d'un premier enfant, Ottaviano, Caterina devient la femme influente qu'il vaut mieux avoir de son côté, d'autant que le pape la protège. En 1484, quand le pape meurt, le vent tourne violemment. À Rome, ses adversaires sèment la terreur chez tous ceux qui bénéficiaient de son soutien. Alors qu'elle n'a que 21 ans, Caterina voit son monde s'effondrer. Son palais est pillé. Elle sait aussi que désormais, la voie est libre pour ceux qui veulent s'emparer d'Imola et Forlì, dont son époux est le seigneur. Cette zone de Romagne est un point névralgique très convoité. C'est ici que passent les armées des villes du nord et du sud quand elles vont s'affronter.
En être le maître, c'est avoir du pouvoir dans le jeu politique. Qu'adviendra-t-il si elle en était chassée ? Une Sforza ne baisse jamais les bras. C'est ce qu'on lui a toujours appris. C'est donc escortée de ses soldats qu'elle traverse le Tibre pour occuper de force la forteresse du château de Saint-Ange, une place forte stratégique située à une courte distance du Vatican. Caterina est décidée. Tant que les cardinaux qui vont élire le nouveau pape n'accepteront pas ces conditions, elle en gardera le contrôle. Ah, un détail, elle est enceinte de 7 mois. Elle prend la parole au nom de son époux et fait preuve d'un grand talent de négociatrice. Le couple acceptera de quitter Rome si 8000 ducats lui sont versés pour compenser les dégâts du palais, si les domaines d'Imola et Forlì continuent de lui appartenir et si Girolamo est nommé capitaine général des troupes du Vatican. Les cardinaux cèdent. Elle gagne. Mais malgré cet accord, le nouveau pape élu, Innocent VIII, n'entend pas protéger Girolamo à tout prix. En 1488, il est assassiné sur ordre d'une famille rivale, les Orsi, et Caterina faite prisonnière avec ses enfants. Forlì et la forteresse de Ravaldino sont maintenant dans la ligne de mire. Seul obstacle, et de taille, c'est que la forteresse est occupée par un châtelain dévoué corps et âme à la cause de Caterina. Bien que prisonnière, elle saisit l'occasion et propose un marché très risqué. Qu'on l'amène au pont-levis et qu'on la laisse faire. Elle saura trouver les mots pour le convaincre de se rendre. En gage de sa bonne foi, elle laissera ses enfants en otage. Aucun risque alors, pensent les partisans. À tort. Car sitôt entrée dans la forteresse, elle en reprend le contrôle et fait pointer les canons vers l'ennemi. On la menace alors de tuer ses enfants. Que répondre à cela quand on est une Sforza ? Plier ? Supplier ? Jamais. Perchée sur son rempart, Caterina répond froidement « Aucune importance ! J'ai les moyens d'en faire d'autres !» Elle aurait associé le geste à la parole en soulevant sa robe pour montrer son sexe. Nicolas Machiavel en parle dans ses écrits comme un fait historique, d'autres plutôt comme une légende. Quoi qu'il en soit, par son aplomb et son courage, Caterina gagne encore. Les partisans des Orsi, choqués par sa provocation, quittent Forlì. La famille peut enfin s'installer en paix. Le fils aîné de Caterina, Ottaviano, n'est pas encore en âge de gouverner. Alors elle devient régente. Une nouvelle fonction, mais aussi de nouveaux pouvoirs qu'elle va exercer. Elle fait emprisonner ceux qui l'ont offensée, crée des alliances en mariant ses enfants, baisse les impôts pour contenter ses sujets. Surtout, elle ne s'interdit rien sous prétexte qu'elle serait une femme et entraîne personnellement son armée avec une main de fer. On raconte aussi qu'elle savoure les plaisirs de la chair dès que l'on a l'occasion. Mais quand la passion s'en mêle, son tempérament excessif la fragilise. Lorsqu'elle tombe éperdument amoureuse du jeune Giacomo Feo, qu'elle épouse en secret et dont elle aura un enfant, elle lui confie les rênes du pouvoir. Les partisans de son fils Ottaviano y voient la pire des trahisons, celle d'une mère. Sans tarder, il décide de rendre justice et assassine Giacomo Feo. À 32 ans, Caterina est veuve pour la seconde fois. La femmina sanguinaria, la femme sanguinaire, c'est ce qu'elle va devenir en réponse à ce drame. Elle fait massacrer les meurtriers, mais pas que. Tout leur entourage, femmes enceintes et bébés compris, subit le même sort. Personne, pas même le nouveau pape Alexandre VI qui la condamne, ne dicte une conduite à une Sforza. Sans regret ni remords, elle reprend la gouvernance de la ville. Et dès qu'elle le peut, elle s'isole des bruits du monde pour se consacrer à l'alchimie, qui la passionne de plus en plus. À Forlì, elle rencontre l'ambassadeur de Florence, Jean de Médicis. Quand en 1497, il lui demande sa main, elle accepte. Mais le calme est de courte durée. 1 an après leur mariage, à peine ont-ils eu un fils que Jean de Médicis est victime d'une pneumonie fatale. À 35 ans, Caterina connaît encore le deuil et la solitude.
L'histoire aurait pu s'arrêter là et Caterina gagner quelques années de repos. Mais de nouvelles alliances politiques vont lui envoyer bientôt un ennemi de sa trempe, Cesare Borgia, le fils illégitime du pape Alexandre VI. Nous sommes en 1499. Le pape veut mettre Cesare à la tête de la Romagne, dont Forlì et Imola font partie. Alors, il pactise avec le roi de France, Louis XII. Le roi lui apportera le soutien de son armée. En échange, Cesare Borgia aidera le royaume de France à conquérir le duché de Milan. Donnant. Grâce à ce renfort, Borgia entre dans Imola, puis Forlì, sans aucune difficulté. Mais quand il arrive à leur forteresse, il ne s'attend pas à un tel feu. Car Caterina s'est préparée. Plus de 1000 soldats sont à ses côtés et elle possède assez de munitions et de provisions pour tenir le temps qu'il faudra. Borgia a trouvé une adversaire à sa taille. Avant de donner l'assaut, il lui propose de se rendre, mais elle refuse. Il insiste. Qui voudrait blesser la dame de Forlì ? Elle refuse encore. Alors soit, à la guerre comme à la guerre. Pendant plusieurs semaines, en armure, épée à la main, Caterina ne fait plus qu'un avec ses soldats. Elle se défend avec foi. Mais face à cet ennemi trop nombreux, elle n'a plus d'autre choix que de se rendre. Assignée à résidence près de Rome, elle n'accepte toujours pas la défaite et tente de s'évader. Mais elle échoue encore et cette fois, on ne l'épargne plus. Le pape lui-même l'a fait accuser de tentative d'empoisonnement, rien ne le prouve, et enfermée au château de Saint-Ange. Là même où elle avait fait plier les cardinaux quelques années auparavant. Libérée quelques mois plus tard, Caterina rejoint un couvent de Florence. C'est là qu'elle terminera sa vie, se consacrant à ses recherches en chimie et cosmétologie. Elle laissera d'ailleurs, sous le nom d'Experimentis, un livre de plus de 400 recettes de soins et traitements aussi variés que restaurer la virginité, soigner l'épilepsie ou même produire la pierre philosophale. Son dernier fils, quant à lui, poursuivra l'histoire des célèbres condottiere, si chères aux Sforza, sous le nom de Jean des bandes noires. En mai 1509, à 46 ans, Caterina s'éteint, emportée par une pneumonie. Dans son testament, elle demande à être enterrée dans un caveau anonyme. C'est chose faite à la chapelle de Murat à Florence. Malgré ses vœux, son petit-fils fera poser une pierre tombale. Mais au XIXe siècle, sa sépulture est détruite lors d'une rénovation. Quand une Sforza veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.